de morts et voilà les fusillades qui s'enchaînent dans ce département de Seine-Saint-Denis? Non, on va dire les règlements de compte sont véritablement une faillite de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une explosion des règlements de compte qui se terminent par des homicides. J'en veux pour preuve un certain nombre de chiffres, notamment sur la question des homicides. On était à 800 homicides en 2012. Aujourd'hui, par an, on est à plutôt 1100, 1200 homicides à peu près par an. Donc chaque année, des gens qui meurent à cause des règlements de compte. Et surtout, il faut le dire aussi, c'est notamment dans certains territoires, dans ce qu'on appelle nous les territoires perdus de la République, sur un sujet sur lequel nous travaillons, notamment, moi je prends par exemple l'exemple de Marseille. À Marseille, il y a eu, sur les 3 dernières années, autant de morts par règlement de compte qu'entre 1950 et l'an 2000. Donc ça veut dire qu'il y a eu autant de morts sur règlement de compte en 3 ans qu'en 50 ans. La réalité aujourd'hui des territoires perdus de la République, c'est qu'aujourd'hui on est face à une faillite généralisée de l'État qui s'est complètement diffuse sur l'ensemble de la société. Initialement, on avait justement la question des territoires perdus de la République uniquement centrée sur les villes de Paris, Lyon et Marseille jusque dans début des années 2000. Or aujourd'hui, avec la ghettoisation de notre pays, avec le fait que vous avez des territoires perdus de la République partout sur l'ensemble des villes, y compris dans les villes moyennes de France, notamment des villes comme Limoges, comme Angers, comme Nantes, etc., qui sont des villes qui sont également touchées par la question des territoires perdus de la République, on se retrouve avec une situation qui est véritablement explosive, puisque aujourd'hui on doit concentrer des moyens de l'État très fort, notamment les moyens policiers et juridiques, dans un maximum d'endroits. Partout, et aucun territoire n'est épargné, vous faites bien de le rappeler. Il est 6h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Marine Sabourin. 2 ans de prison pour le jeune néo-nazi qui avait proféré des menaces sur Internet. Cette peine a été assortie. Ce que vient de dire Michel Taube, c'est désolant finalement de voir qu'une braderie doit être reportée parce que des milliers de manifestants vont venir aujourd'hui à La Rochelle, encore une fois en pleine vacances d'été. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel. La question qui est posée quand même sur ces associations écologistes, et à un moment il faudra vraiment se la poser, c'est que ce sont des escrologistes dans la mesure où justement ils ne s'attaquent pas ils ne cherchent pas à des solutions pour le climat, ils veulent déconstruire les symboles, on va dire, de la société occidentale et ce qu'ils appellent la société capitaliste, patriarcale, etc. C'est véritablement cela, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez vu, normalement les manifestations contre les méga-bassines sont faites effectivement sur les terrains agricoles, là où il y a les méga-bassines évidemment. Or là, ils s'attaquent à une braderie. Une braderie, c'est ce qui symbolise justement le marché, la dimension commerciale, on va dire, de l'activité que nous avons dans notre pays, et c'est vers cela qu'ils veulent aller. C'est donc déconstruire les valeurs cardinales de notre société, parce que ce sont des déconstructeurs. Et il faut bien dire la réalité sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, les écologistes, pourquoi je les qualifie d'escrologistes, c'est qu'ils vont à rebours de tout ce qu'il faut faire sur les questions agricoles et environnementales. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, ils sont contre le capitalisme agricole, c'est ce qu'ils disent à chaque fois, et c'est pour cela que vous avez une alliance, une sorte de sainte alliance entre Black Bloc, association d'extrême gauche et association écologiste, dans la mesure où justement ils disent qu'il faut moins produire au niveau agricole, alors que la crise agricole que nous avons vécue, notamment en janvier dernier, montre qu'il faut justement produire davantage, y compris sur les céréales, puisque les méga-bassines servent à la production céréalière. Et la production céréalière s'est effondrée depuis au moins 2022 avec la guerre en Ukraine. Et le deuxième élément aussi sur quoi ils vont à rebours, c'est sur justement la question de la production d'eau, puisqu'on va manquer de plus en plus d'eau, notamment d'eau potable dans les prochaines années, puisque l'eau devient une ressource rare, notamment dans un certain nombre de régions. Or, il nous faut absolument reconstruire une politique d'offre de l'eau. Ça passera soit par la création de barrages, mais les barrages, aujourd'hui, on est au maximum des capacités françaises, soit justement par des solutions temporaires comme les méga-bassines, qui sont, comme l'a dit Michel, il faut bien le rappeler, démocratiquement prises par les populations et par les agriculteurs au niveau local. Vous l'avez dit, c'est stratégique de manifester maintenant. Le lieu est stratégique et le moment est stratégique, en pleine vacances d'été, avec des commerçants qui n'attendent que ça, qui n'attendent que ce moment-là, de pouvoir rattraper un chiffre d'affaires pendant l'été. La Rochelle, on imagine que beaucoup de personnes... Olympique, une panne comme ça pendant les Jeux Olympiques, ça peut gâcher l'événement. D'ailleurs, le comité d'organisation des Jeux Olympiques a été affecté par cette panne informatique et travaille encore, je crois, de façon... Ça a été rétabli hier aux alentours de 17h. Voilà. Mais effectivement, s'ils n'ont pas été produits dans une semaine, bien sûr, c'est ça qui est inquiétant. C'est extrêmement compliqué. Et ça démontre, et j'ajouterai un troisième point à ce que dit Michel, c'est-à-dire que ça démontre l'importance d'avoir une souveraineté numérique, notamment pour ce qui est de nos services publics. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé dans votre papier,
c'était uniquement les systèmes d'information qui sont rattachés à Windows qui ont été touchés justement par donc un système américain, qui ont été touchés par la panne. Donc dès lors que vous avez une panne ou justement une cyberattaque par exemple, l'ensemble de toutes les connexions qui sont liées à Windows du coup sont touchées. Or si nos services publics sont souverains d'un point de vue numérique, ce qui est quand même difficile de réaliser bien évidemment, mais en termes de cloud souverain, il faut une architecture, il faut mettre en place justement des moyens financiers garantis par l'État, etc., et une sécurité qui soit garantie par l'État pour pouvoir véritablement avoir une souveraineté numérique. Vous allez avoir des services publics qui vont pouvoir justement être autonomes, indépendants et libres par rapport à ces entreprises-là américaines qui justement ne permettent pas de pouvoir avoir une souveraineté numérique suffisante. Aujourd'hui, la France progresse, mais n'est pas encore au niveau. Exactement. À cause d'un élément, c'est ce qu'on appelle la question du cloud souverain. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion des données, justement, qui est adossée au système d'information, est difficile à faire de manière souveraine puisque les données sont hébergées justement dans les systèmes d'information justement des plateformes américaines, notamment aux États-Unis ou en Europe, en Irlande. Je dis que la France progresse parce que les services de l'État, eux, n'ont pas été touchés. Et non, ça aurait été complètement dramatique. Ont été touchés. Ça, c'était plus par chance, entre guillemets, parce que la panne est partie, si je ne me trompe pas, d'Australie. Les premiers impactés ont été vers les États-Unis. Donc il se trouve qu'on n'était peut-être pas sur le tracé de la diffusion de la panne. Donc c'est peut-être plus par chance, parce que je me souviens qu'il y a 4-5 ans, ça avait été... qui a attaqué un policier sur les champs. Et énième drame qui justement démontre, s'il fallait en douter, que la France souffre de ce qu'on appelle la barbarisation de la société, comme un certain nombre d'autres sociétés occidentales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le règlement des différends entre les personnes et la question de l'agression des forces de l'ordre est une problématique qui est centrale aujourd'hui dans notre pays. Ce que l'on voit quand même, et à un moment donné, il faudra que ça suffise, parce que les attaques au couteau sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui dans notre pays. Il y a 140 attaques au couteau par jour. Là, on arrive à une semaine des Jeux Olympiques. On a l'impression qu'il y a des attaques au couteau tous les jours contre des forces de l'ordre. On avait notamment aussi contre un militaire récemment, contre des Français également. Et la classe politique est en train de chercher à voir qui va être le Premier ministre, etc. Non, le vrai sujet, c'est de régler cette insécurité qui est galopante, qui est grandissante aujourd'hui, parce que les Français n'en peuvent plus et subissent quotidiennement, mais vraiment quotidiennement, cette question des attaques au couteau. Ce que nous, on pense aujourd'hui, et on va sortir un texte dessus, c'est qu'il faudrait agir sur 2 leviers. Le premier point, c'est de systématiser la détection de métaux, notamment dans les lieux clés comme les gares, les aéroports, etc., pour que justement on puisse interpeller les gens, qui ont des couteaux sur eux, et justement pouvoir les punir sévèrement, c'est-à-dire mettre dans un premier temps des amendes forfaitaires les plus élevées possibles. Si les gens ne peuvent pas payer, eh bien on va suspendre les allocations sociales, on va suspendre certains droits sociaux, on va suspendre la participation à un logement social, etc. Et ensuite, après, si ces personnes-là sont étrangères, tout simplement, il faut que ces personnes-là quittent le territoire national. Parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Les Français subissent ce que les Américains subissent avec les tueries de masse. On n'en peut plus. On a des attaques au couteau tous les jours. Michel Taube, une réaction sur ce drame, j'imagine, ce que vous non, partagez. Malheureusement, Mathieu, on en voit tous les jours presque, j'ai envie de dire. On en voit tous les jours, 124 attaques au couteau quotidiennes. C'est devenu effectivement... On imagine que vous constatez aussi cette augmentation de la violence et ces attaques au couteau qui sont de plus en plus nombreuses partout sur le territoire. Tout à fait, et surtout ce qui est véritablement marquant depuis notamment 2015, c'est un peu ce que disait Claude Moniquet, c'est que les policiers sont devenus les pompiers de tous les problèmes de la société. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème de sécurité, quel qu'il soit, les policiers sont en première ligne et sont aux avant-postes pour nous protéger, pour nous défendre face à l'ensemble des menaces, notamment 3 menaces qui sont majeures. La première menace, ça a été en 2015, l'année très sordide en termes d'attentats et d'attentats terroristes, où justement le terrorisme islamiste a frappé notre sol à plusieurs reprises et a tué comme il n'avait jamais tué auparavant. Ensuite, après, il y a les problèmes de faits divers qui deviennent des faits de société, où justement les policiers sont en première ligne face à l'ensauvagement de la société, justement avec l'augmentation de ce qu'a dit Michel également, l'augmentation du nombre d'homicides, l'augmentation du nombre de cambriolages également. Tous les indicateurs de la sécurité sont dans le rouge. Et puis évidemment, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République,
République, donc les émeutes, etc., qui ont encore une fois mobilisé les policiers. Donc depuis 2015, les policiers sont surexploités par les politiques qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes d'insécurité dans la société. Et donc ce sont les policiers qui doivent s'y coller et qui n'ont pas suffisamment les moyens pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que vous avez un véritable malaise et un véritable mal-être dans cette profession, surexploitée par les politiques et justement sous-dotée en termes de moyens. Allez, il est 6h43 exactement sur CNews. C'est l'heure du rappel des titres avec Marine Sabourin à l'Assemblée nationale hier. Oui, effectivement, le message que l'Assemblée nationale envoie justement au reste de nos partenaires, notamment européens, c'est justement cette question d'un pays qui est ingouvernable et qui n'arrive pas à organiser lui-même des élections en interne, notamment les élections de l'Assemblée nationale sur les postes qui sont clés, hein, les vice-présidences, la questure, etc. Et tout cela va justement fragiliser notre démocratie et va fragiliser d'une certaine façon la légitimité de ce Parlement, de cette Assemblée nationale, dont il faut rappeler qu'elle a quand même été bien élue, puisque les taux de participation, donc les Français se sont véritablement beaucoup mobilisés pour pouvoir élire leurs députés. Et là, en quelque sorte, le spectacle qui est donné par la classe politique, d'un point de vue assez général, me paraît assez faible. Oui, avec cette nouvelle Assemblée nationale, on s'attend presque au pire. Ça commence mal, en tout cas. On voit l'élection de Yaël Braun-Pivet avec les députés de la France Insoumise qui ne veulent pas serrer la main aux députés du Rassemblement national. Là, on voit hier que ça s'est mal passé. Et voilà, on peut s'attendre au pire avec cette nouvelle Assemblée. En tout cas, ça commence très très mal. Allez, Michel, toi, vous voulez, allez-y. Oui, et puis